Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Il est mardi, ah bah non, il est mercredi 18 h avec un jour de retard. Votre petit hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech en 10 minutes, 10 ressources. Et comme ça, vous avez votre petite actu de la semaine qui est bien complète. Alors avant de débuter, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit pouce et un commentaire si le cœur vous en dit. Et on attaque tout de suite notre revue de la semaine avec une première ressource. Alors c'est pas vraiment une ressource, mais c'est simplement une information importante, intéressante pour ceux d'entre vous qui sont développeurs Symfony. Eh bien, il y a eu une mise à jour sur la documentation de Symfony dans la mise en page et dans la façon dont on peut la consulter. Et donc voilà, il y a un nouveau template, un nouveau thème qui a été mis en place depuis quelques heures, je pense, depuis ce matin, et je trouve que c'est plutôt confortable à utiliser. Donc là, moi, je suis sur mon système en mode dark, mais évidemment, ça s'adapte à votre système d'exploitation si vous êtes en mode dark ou en mode white. Donc voilà, une petite information importante, puisque évidemment, la doc, on y passe toujours pas mal de temps. Allez, une deuxième information. Symfonycast va proposer les tutoriels en espagnol. Alors vous allez me dire, oui, pour ceux qui parlent espagnol, c'est intéressant, mais bon, nous, on est essentiellement francophones sur cette chaîne. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que ça me permet de vous parler d'une autre information qui a commencé à circuler sur Twitter, il me semble, la semaine dernière. Ils ont débuté la traduction des tutos de Symfonycast en français, et donc il faut s'attendre à avoir dans, je ne sais pas à quelle échelle, peut-être semaine ou mois, eh bien certains tutoriaux de Symfonycast en français. Et quand on connaît la qualité des tutos de Symfonycast, eh bien, on ne peut être que très excité par cette information. Donc voilà, c'était simplement une façon aussi de vous partager cette information. Allez, aujourd'hui, il y a pas mal d'infos Symfony parce que voilà, ce matin, j'ai fait ma veille là-dessus et j'avais envie de vous en parler pas mal. Il y a cet issue qui est ouvert sur le dépôt GitHub de Symfony. Et grosso modo, pour la version Symfony 5.4, il y a dans les tuyaux la possibilité de proposer avec la CLI Symfony de faire de l'autocomplétion lorsque vous utilisez les commandes Symfony, et ça, j'avoue que ça va être super pratique. Et donc là, vous voyez que le travail est en cours, ils sont en train de travailler, les développeurs Symfony sont en train de faire le travail, il y a toute une discussion qui s'engage sur le sujet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ce qui s'y dit. Et puis surtout, moi personnellement, j'avoue que j'ai hâte de pouvoir tester ça en vrai. J'ai pas du tout les compétences pour aller participer à cette issue-là, mais par contre, je serais très intéressé d'utiliser la fonctionnalité. Ça va grandement améliorer encore un peu plus l'expérience développeur, la fameuse DX. Allez, on continue cette fois-ci avec une ressource qui provient du site de l'ANSSI, qui est l'organisme national, enfin l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui dispense des conseils et puis qui peuvent accompagner les entreprises, etc., à améliorer la sécurité des systèmes d'information. Et là, bon, c'est une ressource qui n'est pas nouvelle, mais qu'il est toujours bon d'avoir sous la main, qui est finalement les recommandations relatives à l'authentification multifacteur et au mot de passe. Et donc, si vous êtes dans une DSI ou si vous êtes amené à développer ce genre d'authentification, je pense que ça peut vous être très intéressant. Puis vous voyez, ils disent également que les destinations de cette publication, ça peut être également les utilisateurs finaux, notamment pour la question des mots de passe. Donc vraiment très intéressant. Mais en synthèse, si on devait résumer, c'est ce qui a marqué ici, qui est toujours intéressant, c'est privilégier toujours, quand c'est possible, l'authentification multifacteur, et l'un de ces facteurs doit être un facteur de possession, typiquement le fait d'avoir son smartphone et de valider dessus. D'adapter évidemment la robustesse du mot de passe en fonction du contexte d'utilisation. On va peut-être pas mettre la même complexité si c'est juste pour checker des news ou si c'est pour avoir ses données de santé. Et bien sûr, utiliser un coffre-fort de mots de passe parce que c'est la meilleure façon d'avoir des mots de passe complexes, c'est de ne pas s'en souvenir et de les stocker dans un mot de passe, un coffre-fort. Voilà.
Allez, une autre ressource de la semaine sur le blog de nicolasbrondinbernard.com qui partage un outil. Je ne sais pas si on n'en avait pas déjà parlé, mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien. On est toujours en galère pour mettre en place les fameux fichiers README dans nos projets. Eh bien, il nous présente un outil qui s'appelle readme.so et qui permet de générer automatiquement le code Markdown. Et ce qui est cool, c'est que sur l'interface que je vous laisserai découvrir, eh bien vous pouvez glisser, déposer finalement des petits blocs qui vont venir constituer votre README et ça va automatiquement générer le Markdown. Vous pouvez comme ça facilement venir éditer votre README de façon visuelle et c'est plutôt pratique pour start-upper les README très facilement, très rapidement, sans se prendre trop la tête. Allez, autre ressource de la semaine sur le site clubic.com, un site d'informatique qui, j'ai l'impression, existe depuis toujours, en tout cas depuis de très nombreuses années, et qui nous propose un article publié le 17 octobre, donc il y a à peu près 3 jours au moment où je tourne la vidéo, qui revient sur une faille de l'outil GitKraken qui finalement suite à cette faille là il y a un certain nombre de clés SSH qui ont été révoquées, notamment sur GitHub, GitLab et Bitbucket, parce que cette faille dans GitKraken finalement avait généré des clés SSH qui étaient trop faibles de ce que j'ai compris, et que cette vulnérabilité permettait maintenant à des tiers mal intentionnés, dirons-nous, de s'attaquer à cette bibliothèque pour dupliquer les clés SSH qui étaient justement trop faibles et donc du coup leur donner accès au dépôt complet, ce qui peut être problématique, d'où la révocation des clés chez GitLab, GitHub et Bitbucket. Donc si jamais vous avez été utilisateur de GitKraken, peut-être que vous avez été concerné, que vous avez des clés SSH qui ont été révoquées, si vous avez des scripts ou des choses qui ne fonctionnent plus, peut-être qu'il faut aller regarder de ce côté-là. Il y a peut-être quelque chose qui se joue ici. Allez, vu qu'on est dans la veine sécurité, on reste sur le site de clubic.com qui nous parle d'une attaque DDoS d'envergure énorme qui a frappé les services de Azure, de Microsoft Azure, et donc il nous explique que Azure a subi une énorme attaque. Vous voyez ici, on voit que l'attaque a été puissante en termes de débit, elle a duré plus d'une dizaine de minutes avec un pic enregistré à 2,4 terabits, ce qui correspond à 2400 gigabits par seconde. Donc c'est quand même assez énorme. Ça veut dire, rendez-vous compte, une attaque de plus de 70 000 sources différentes. Il y a eu 3 pics d'attaque et visiblement orchestrés depuis les États-Unis et depuis plusieurs pays d'Asie, Vietnam, Taïwan, Japon, Chine et Malaisie. Donc on voit en ce moment pas mal et régulièrement des attaques DDoS. Et on voit que les grands acteurs en sont souvent les cibles. Heureusement, il y a des solutions qui permettent de déjouer ces attaques, mais quand même, les attaques DDoS, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent en ce moment. Allez, une autre ressource extrêmement intéressante, j'ai l'impression de dire extrêmement intéressante à chaque article, mais c'est la vérité, sur le site geek-directeur-technique.com qui nous propose un article où c'est finalement un retour d'expérience sur 5 ans d'innovation de PHP 7 à PHP 8. Et donc, il y a ici tout un petit retour d'expérience en fonction des différentes versions. PHP 7 qui est sorti en décembre 2015, les différents ajouts qu'on a pu avoir dans les différentes versions, PHP 7.1, 7.2, 7.4 et bien sûr, depuis décembre 2020, PHP 8. Donc si vous voulez avoir comme ça un petit résumé des grandes fonctionnalités qui ont été introduites dans PHP, je vous invite à aller consulter cette ressource qui permet d'y voir un peu plus clair sur qu'est-ce qui a été introduit et à quel moment. Allez, autre ressource sur le site htmx.org qui permet de faire des choses très pratiques directement dans le HTML, qui permet, vous allez voir, on a quelques petits exemples ici, qui permet en 2-3 coups de clic, hop, est-ce que je peux aller sur Example? Non, ça ne marche pas. Bon, tout à l'heure j'ai pu y aller. On va aller sur Doc, référence, il n'y a plus rien qui marche. Ok, je peux plus cliquer nulle part. Hop, Example, qui permet très facilement de mettre en place des choses, genre du click to edit, voilà, il vous donne l'exemple du code et la petite fonctionnalité. Si je fais click to edit, voilà, je peux directement, éditer les champs. Donc finalement, c'est une espèce de petite bibliothèque très pratique qui a l'air d'être assez simple à utiliser quand on regarde la référence. Plutôt la documentation, l'installation, on fait appel à un petit script ici et
et celui-ci, oui, non, celui-ci, ça suffit. Et on a directement accès à ces différents attributs pour faire de l'Ajax, hxget, hxpost, put, patch, delete, et très pratique, et plein d'autres petites choses. Je ne connais pas, j'ai jamais utilisé, mais j'avoue que ça a l'air plutôt pratique, et c'est plutôt très léger, hein. On voit ici sur la page d'accueil de ce produit, d'ailleurs, hop, c'est ce qu'ils mettent en avant, hein. Vous voyez, c'est environ 10 kg dans la version minimisée, et bon, compatible IE11, hein, si jamais vous avez encore des gens qui utilisent IE11. Et enfin, dernière ressource de la semaine, la guerre est ouverte entre les IDE, tout le monde se bat pour dire qui est le meilleur. Eh bien, Alex Soyes, sur son site alexsoyes.com, tente eh bien, de nous donner au moins son point de vue, en tout cas lui, comment est-ce qu'il peut décider quelle IDE il utilise. Et la réponse n'est pas noir ou blanc, c'est qu'en fonction de ses besoins, il utilise plutôt l'un ou plutôt l'autre. Donc si vous êtes toujours dans cette petite guerre de quel est le meilleur IDE, je pense que cet article va vous intéresser. Et puis si vous n'êtes pas dans cette guerre-là, allez quand même consulter l'article parce qu'il est quand même vachement bien. Voilà, on a fait le tour des hebdos de la semaine, des actus de la semaine. Et bien voilà, avec un jour de retard, je m'en excuse, mais hier il faisait trop beau, j'ai pas voulu m'enfermer devant le PC pour tourner la vidéo. Je suis allé prendre l'air en montagne et ça fait du bien, faites-en de même. Et écoutez, je vous donne rendez-vous samedi matin pour une vidéo plus technique. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt. Ciao!